Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire d'horreur qui s'est passée au Québec. Normalement je ne parle pas d'histoire de meurtre, de disparition, des trucs macabres, mais cette histoire est un élément historique de notre province et a été un élément déclencheur dans le système judiciaire et donc je l'aborde à des fins culturelles. L'histoire que je m'apprête à vous raconter, c'est une histoire des plus sombres du Québec. Avant de commencer, je vous invite à faire un petit j'aime et à vous abonner pour plus d'histoires de la série Mystère. Alors, parlons d'Aurore, l'enfant martyr. Il y a eu plusieurs films, pièces de théâtre et ouvrages sur sa vie et sur sa mort. Son nom c'est Aurore Gagnon. Elle est née le 31 mai en 1909. Elle a été maltraitée surtout par sa belle-mère Marianne Hood et puis son père Télesphore Gagnon. T'as fait ça, toi, hein? T'as fait ça! Ça s'est passé dans un village qui est dans la région administrative du centre du Québec, un petit village tout près de Fortierville. Aurore se trouve à être la deuxième fille de Télesphore Gagnon et de Marianne Caron. Oui, parce que son épouse s'appelle aussi Marianne. Ils s'étaient mariés en septembre 1906. Donc Télesphore est un fermier prospère, ils sont connus dans le village, il est sympathique. Aurore a une sœur aînée qui s'appelle Marie-Jeanne et elle est née le 1er août 1907. Suivant la naissance d'Aurore, il y a eu Georges en 1910 et Joseph en 1915. Donc ils ont 4 enfants. Cependant, en 1917, le corps de Joseph, le plus jeune des enfants, est retrouvé mort dans son lit. Il avait un peu plus de 2 ans. Le coroner a conclu à une mort naturelle, mais franchement, on ne saura pas. C'est un des premiers éléments déclencheurs importants qu'il y a eu dans cette famille qu'on considère comme un drame. Suite à ça, il y a eu plusieurs drames. Ça n'excuse en rien les faits que je vais vous raconter, mais ça fait quand même partie de l'histoire. La mère, Marianne Caron, décède de tuberculose en janvier 1918. Avant de mourir, elle était entre les mains de Télesphore et d'une veuve d'un cousin de Télesphore qui avait emménagé avec eux pour prendre soin de la maison et des enfants. Cette veuve avait environ 30 ans et était déjà mère de 2 enfants, Gérard et Georges-Henri. Elle s'appelait Marianne Hood, comme je l'ai mentionné au début. Marianne Hood était là le temps que Marianne Caron se remette de sa maladie, mais ça n'a pas été le cas puisqu'elle est décédée. Donc suite à sa mort, Télesphore se retrouva seul et incapable de gérer à la fois la ferme, la maison et les enfants. Donc il maria, une semaine après la mort de sa première épouse, Marianne Hood. Ils se marièrent discrètement. Les enfants vont alors aller vivre chez leurs grands-parents dans une ville voisine, leurs grands-parents maternels, donc les grands-parents dans la famille de leur mère, la première épouse de Télesphore. Ils vont revenir chez eux à l'été 1919. On peut voir l'ancienne maison environ dans ces années-là. Ensuite, nous avons la maison qu'on croit être il n'y a pas si longtemps. Là. En tout cas, c'est une des maisons de Fortierville. Et voici de quoi a l'air la maison aujourd'hui. Ensuite, nous avons l'atelier de Télesphore qui était un atelier, en fait une boutique de forge. Pendant 6 mois, Aurore va vivre un martyre. Oui, il ne suffira que de 6 mois pour que Aurore décède de sa maltraitance. Là, je vais dire des choses pas très jolies, donc si vous avez les oreilles ou le cœur sensible, passez ce passage. Mais j'ai vraiment pas le choix d'en parler. Sa belle-mère la frappait, la giflait, lui faisait boire de la lessive et manger du savon. Qu'est-ce que t'as dit à ta tante Malvina quand tu étais seule avec elle, hein? J'ai rien dit, certain. J'ai rien dit. Menteuse, vache. Je vais te la laver, moi, ta sale petite boîte à mensonges. Tiens, mange ça! Mange! Mange! Elle la mal nourrissait, la brûlait sur le poêle, la brûlait avec le fer à repasser. Je vais te brûler la langue! Elle était verbalement violente avec elle. Elle lui a brûlé la tête avec un fer à friser les cheveux.
Elle lui mettait la tête dans les rosiers et dans les chartons pour prendre ensuite plaisir à lui couper les cheveux tout croche comme une sans-abri pour ne plus, entre autres, qu'elle ressemble à sa mère et pour qu'elle perde aussi la moindre partielle d'estime de soi. Menteuse! Tu as tout dit! J'ai rien dit, madame. Tu parleras plus jamais, t'as compris? Jamais! Tiens! Elle lui faisait faire des travaux beaucoup trop durs pour son âge et son physique. Elle lui interdisait de parler aux gens. Elle la faisait dormir au grenier. Je crois que c'était un grenier qui servait de deuxième étage. Donc bref, elle la faisait dormir au deuxième étage dans lequel elle l'embarrait parfois, mais après l'avoir ou pendant ou avant l'avoir battue. Dans le fond, elle la laissait là toute seule. Elle la menaçait, elle lui mettait les vêtements les plus laids possibles, etc. Elle a été hospitalisée une fois à l'Hôtel-Dieu de Québec parce qu'on lui avait brûlé le pied avec un tisonnier rouge de feu. Puis la plaie guérissait pas, donc elle s'est retrouvée à l'hôpital. On sait aujourd'hui que Mary-Ann Hood était atteinte mentalement. Elle est qualifiée de psychopathe. Donc, je vais tenter avec vous d'étudier sa personnalité ou la raison de pourquoi elle agirait comme ça. Dans son comportement du quotidien, elle allait à la paroisse à toutes les semaines. Il paraît qu'elle était quand même serviable, peut-être pour manipuler. Elle était serviable avec les autres pour sauver les apparences. On dit que le curé du village aurait une certaine part de responsabilité dans ce drame parce qu'il n'aurait pas pris la situation au sérieux, entre autres, et qu'il encourageait, comme à peu près tous les curés de ce temps, parce que c'était la mentalité, donc il encourageait à être sévère avec l'enfant. J'irai. Tardez pas. Dans 8 jours, il serait trop tard. On se reprochera toute notre vie de ne pas avoir fait notre devoir avant que la petite soit morte. C'est vraiment si grave que ça? Selon ce qui se faisait raconter, c'est sûr qu'il n'était pas à la maison pour voir que la petite ne méritait pas de se faire traiter de cette façon. Mais en tout cas, à ce qui paraît, ça l'aurait influencé la situation. Aussi, on dit de la belle-mère qu'elle n'aimait pas que la petite Aurore ressemblait énormément à sa mère. Mais ça excuse vraiment pas ses gestes. On peut comprendre d'une certaine façon qu'elle ait peut-être un sentiment de jalousie. On raconte aussi, comme on peut voir dans le film original de 1952, on raconte qu'elle aurait précipité la mort de Marianne Caron, donc de la mère d'Aurore, quand elle était sous son aile. Soit en lui donnant trop de médicaments ou pas assez, soit en la maltraitant un peu physiquement, donc en étant dur avec elle, en la nourrissant pas comme il se doit, etc. Il paraîtrait aussi que Aurore aurait été témoin ou aurait eu suffisamment d'informations, aurait eu connaissance de l'implication de sa future belle-mère dans la mort de sa mère, donc ça aurait été une raison pour la belle-mère de vouloir la faire taire et ou la faire disparaître aussi. Parce que le docteur disait qu'elle était supposée s'en remettre, mais chaque fois ça allait vraiment de pire en pire et il comprenait pas comment ça pouvait aller super bien, puis tout d'un coup ça allait pire que la première fois. Donc il y avait des soupçons. Aurore décède le 12 février 1920 d'un empoisonnement du sang et suite aux multiples sévices répétés sur son corps. Quand ça arrive, les circonstances de sa mort sont tellement suspectes que les autorités sont alertées. L'autopsie révèle 54 blessures sur tout le corps. Aucune n'était mortelle en elle-même, c'est vraiment le total de tout ça et la douleur constante que cet enfant devait subir a fait qu'elle a succombé à l'ensemble de ses blessures. La blessure la plus grave qu'elle avait était sur le côté du crâne. C'était une plaie ouverte, donc elle était couverte de sang et de pus. Sa cuisse gauche était tuméfiée et sur ses doigts et ses poignets, la peau était enlevée jusqu'à l'os. Le procès attira des centaines de personnes et on devait refuser du monde à l'entrée à chaque séance.
Ça l'a vraiment marqué l'histoire du Québec. C'est vraiment pour ça que je vous en parle. C'est pas juste une histoire qui a marqué pendant un an ou deux, ou une génération, ou une partie du Québec. Tu sais, aujourd'hui, on en entend gros parler, on a les médias pis tout. Mais dans le temps, ça existait pas, ça. Puis ça fait le tour du Québec, puis en Ontario aussi. Je vais vous le dire, à la fin, ça a vraiment eu comme un impact. Donc c'est vraiment pour ça que je vous en parle. Ça a pu faire changer certaines lois. En tout cas, ça l'a pesé dans la balance. Le couple Télesphore et Marie-Anne Hood plaident non coupable. Les deux autres enfants, Marie-Jeanne et Gérard, témoignent contre l'accusé, donc contre Marie-Anne. Je vais vous lire l'entièreté, je crois. Ça se peut que ce soit qu'une partie, mais je crois que c'est l'entièreté de l'interrogatoire à la cour avec Maître Franqueur qui s'adresse à Marie-Jeanne, la sœur aînée de Aurore. N'avez-vous jamais couché avec Aurore? Non, N'avez-vous pas couché avec elle en revenant de l'hospice d'Youville? non, Et avant que l'accusé soit marié avec votre père durant les vacances? non. Aurore n'a jamais passé les vacances là, dans ce temps-là. Vous avez dit que votre mère montait souvent battre Aurore en haut. Oui, Tous les soirs? toutes les nuits. Étiez-vous éveillé? Ça me réveillait quand Aurore criait. Gérard couchait en haut? Oui, mais pas dans la même chambre. Avec quoi l'accusée battait-elle Aurore en haut? Avec des éclats de bois. Avait-elle une lampe? Oui, tout le temps. N'est-il pas vrai que votre mère est montée une fois la nuit parce qu'Aurore était couchée avec ses petits frères? Oui, c'est arrivé une fois. Ici, Marie-Jeanne se met à pleurer à chaudes larmes. Quelques instants après, elle continue. Aurore avait froid et elle a voulu se réchauffer. Vous avez dit qu'Aurore souillait son lit parce que l'accusé lui enlevait le vase de nuit. Oui, Quand cela est-il arrivé? un mois avant sa mort. Faisait-elle cela seulement quand il n'y avait pas de vase? Oui, Y avait-il une chaudière dans la chambre? non, Vous jurez que cela n'est arrivé dans aucun autre cas? non, du moins je ne m'en souviens pas. Avez-vous déjà mis des onguents sur les plaies d'Aurore? Oui, l'été dernier, papa m'en a fait mettre. Aurore se grattait-elle? Non, Aurore ne grattait pas ses boutons? non, elle n'avait pas de bouton. N'avait-elle pas de gales? Oui, Ne grattait-elle pas ses gales pour s'essuyer les mains ensuite sur le mur? non, Vous-même n'avez-vous jamais brûlé, Aurore? non, je n'ai jamais brûlé Aurore. Une fois quand votre mère était à la grange, n'avez-vous pas fait prendre à Aurore le tisonnier rougi? Non, c'est elle, l'accusée, qui faisait cela. Et elle disait, « Regarde si elle est folle, elle ne sait pas prendre le tisonnier sans se brûler. Le tisonnier était-il rouge? » Oui, Comment saviez-vous si, comme vous l'avez dit, vous vous teniez dans la fenêtre et regardiez dehors quand cela se passait? je regardais dehors seulement quand elle brûlait Aurore, mais pas quand elle faisait rougir le tisonnier dans le poêle. Sur quelle longueur faisait-elle rougir le tisonnier? Ici, le témoin montre avec ses mains une longueur de 7 à 8 pouces. Qu'est-ce qui arrivait après cela? La peau des mains partait. Combien de fois cela est-il arrivé? Je ne sais pas. Je me rappelle que c'est arrivé 3 fois que la peau des mains est partie. Combien de fois l'accusée a-t-elle brûlé Aurore? Je ne sais pas. Quand l'a-t-elle brûlée pour la première fois? C'était en janvier dernier. Et les autres fois? Je me rappelle que c'est arrivé une fois en février. Sur quelle partie du corps la brûlait-elle? Partout. Mais encore... Sur les pieds, sur les bras, sur les mains, sur les poignets. L'a-t-elle brûlée sur le visage? Non. Je ne connais pas bien toutes les places où elle l'a brûlée, mais je sais qu'elle l'a brûlée assez qu'Aurore en est morte. Où le père se tenait-il dans ce temps-là? Papa n'y était pas. Il était au clos. Quand il revenait à la maison, est-ce que vous lui disiez ce qui s'était passé? Non. Pourquoi? Nous avions peur de nous faire battre. Par qui? Par maman. N'est-il pas vrai que vous racontiez toutes vos chicanes à votre père quand il arrivait à la maison? Non. Et si votre père venait jurer cela, est-ce qu'il ne dirait pas la vérité? Il ne peut pas dire ça. Votre père ne vous a-t-il jamais fait des remontrances au sujet de votre conduite avec vos frères et sœurs? Non. Ne vous a-t-il jamais donné quelques conseils quand vous partiez pour aller à la confesse? Non.
Et quand vous reveniez de confesse, Non, quand Aurore a-t-elle tombé sur le panneau du poêle? c'était dans le mois de janvier. Où le père se trouvait-il alors? Il était allé veiller le corps de mon oncle Antime. Aurore s'était fait mal à l'œil, n'est-ce pas? Quel œil! L'œil gauche, il était boursouflé et noir. Votre mère a-t-elle pansé cet œil? Elle a mis du pain bouilli avec du lait et ça l'a guéri. Le soir que c'est arrivé, Aurore n'avait qu'un œil de noir. Le lendemain matin, elle avait les 2 yeux noirs. Je ne sais pas comment cela est arrivé. J'ai fait une erreur tantôt. C'est durant la maladie de mon oncle qu'Aurore est tombée sur le panneau du poêle. Papa était allé veiller chez mon oncle malade. Quand votre mère a-t-elle pansé ses blessures? Seulement 3 jours après l'accident, le soir que ma tante Rose Anna est venue. Reconnaissez-vous cette strap, cette courroie? Oui, Vous avez dit qu'Aurore a été bâillonnée avec cette courroie. Combien de fois? une fois. À quoi servait cette courroie? Le père s'en servait quand il allait à la chasse. Vous reconnaissez cette heurte? Oui, N'est-il pas vrai que vos petits frères s'en servaient pour jouer dans la maison, en haut? il jouait en haut quelquefois, mais pas avec cette harpe. C'était avec un bout de fouet. Combien de fois ont-ils joué en haut comme ça? Je m'en souviens pas. Vous rappelez-vous être déjà parti de la maison pour aller vous cacher dans le bois? Je me rappelle. Combien de fois cela vous est-il arrivé? Je ne sais pas. N'est-il pas vrai que votre père vous a rencontré une fois dans le bois et vous a ramené à la maison? Oui, je n'étais pas cachée dans le bois, je m'en allais au village parce que maman m'avait donné la volée. Et je me rappelle pas pourquoi. Je crois que c'était le jour que maman était revenue de Québec. Elle m'avait demandé de faire un ouvrage et elle était revenue avant que je l'eusse fini. Elle m'a alors dit « Tu vas en manger une bonne !» Vous rappelez-vous être revenu un jour à la maison en disant que vous aviez vu des bêtes dans la grange? Ça, c'est sûrement pas vrai. Après vos fuites comme ça, vous retourniez à la maison quand vous reveniez à vous? J'étais à moi quand je partais. Vous avez dit que le jour de la mort d'Aurore, votre mère l'a frappée avec un manche de hache. Non, c'était avec un manche de fourche. Où l'avait-elle pris? Dans le hangar. Aurore a-t-elle déjeuné ce matin-là? Non. Votre mère lui a-t-elle offert à déjeuner? Oui, mais Aurore ne voulait pas. Elle n'avait que la moitié de sa connaissance. Elle faisait signe que non. Sur quel endroit du corps l'a-t-elle frappé ce jour-là? Sur le dos. Combien de coups votre mère a-t-elle donné? 3 coups. Peut-être en a-t-elle donné d'autres, mais je n'en ai remarqué que 3. En arrivant en bas, Aurore était tombée écrasée sur le plancher. Maman a dit « Ce sont des gestes !» Puis elle lui donna 3 coups de manche de fourche sur le dos. Maman était allée la chercher en haut en disant « La vache, elle n'est pas pour rester couchée toute la journée !» Vous dites que vous avez vu votre mère arracher les cheveux d'Aurore. Oui, Aurore avait-elle les cheveux courts? oui, Comme ceux d'un petit garçon? oui, mais assez long pour que le fer à friser pu faire 2 tours. Est-ce que cela paraissait qu'Aurore avait les cheveux arrachés? Oui, elle avait une plaque en arrière de la tête. De quelle dimension? Je ne sais pas, mais ça se voyait. Il n'y avait pas besoin d'être médecin pour voir cela, n'est-ce pas? Non, Montrez donc sur votre tête l'endroit exact de cette plaque. je me rappelle pas. C'était peu de temps avant sa mort. C'était dans les derniers 15 jours. Les cheveux ont-ils repoussé à cet endroit-là? Le matin qu'elle est morte, je l'ai vue et ça n'avait pas repoussé. Était-ce enflé? Je ne sais pas, mais il y avait une gale. Après la mort, vous avez enlevé les draps de son lit? Il n'y avait pas de drap. Combien de fois Aurore a-t-elle été accusée par sa mère d'avoir déposé des saletés dans les habits de son père? Une fois, et c'était ma mère qui avait fait cela. Elle a pris des ordures et elle a mis ça dans le capot de papa. Ne vous rappelez-vous pas qu'Aurore a fait des ordures dans un chapeau? Je n'ai jamais eu connaissance de ça. Ainsi se termine le témoignage de Marie-Jeanne Gagnon, le plus formidable qui ait été entendu contre l'accusé. C'est un témoignage assez intense, assez touchant. À ce qui paraît, c'était le témoignage le plus poignant de cette cause. Il y avait aussi le témoignage de la maîtresse d'école et celui de Georges, son frère de 9 ans, et Gérard, l'enfant de l'accusé. Madame Saint-Onge, maîtresse d'école depuis 1 an. Avez-vous déjà rencontré l'accusé? Oui, une fois. Connaissiez-vous Aurore Gagnon? Oui, elle a été l'une de mes élèves. Combien de temps a-t-elle été à votre école? À peu près 1 mois. Quand cela?
En mai dernier. Elle n'y est pas retournée? Non, Quelle sorte d'enfant était-ce? c'était une enfant tranquille, très sage et obéissante. Était-elle intelligente? Oui, très intelligente. Avez-vous jamais remarqué quelque chose d'anormal à son sujet? Non, jamais. Donc, Marie-Jeanne et les autres enfants Gagnon ne sont allés à son école qu'en septembre dernier. Où demeurais-tu l'hiver dernier? Chez mes parents. Tu es le petit frère d'Aurore Gagnon? Oui. Où couchait-elle, Aurore? En haut dans le grenier. Toute seule? Oui. Et les autres? Nous autres, nous couchions dans l'autre côté. Qui ça, vous autres? Moi et Gérard. Et Marie-Jeanne, où couchait-elle? Dans la même chambre d'Aurore, mais pas dans le même lit. Te rappelles-tu quand Aurore est tombée malade? Oui. Qu'est-ce qu'elle avait? C'est parce que maman ne faisait rien que la fesser, la battre et la brûler avec un tisonnier. Quelqu'un vous a-t-il demandé de dire cela? Non, personne. As-tu vu ta mère attacher la bouche d'Aurore avec une strap? Oui, quand elle lui attachait aussi les pieds à la table. Avec quoi la fessait-elle? Avec un bâton. L'a-t-elle fessée avec autre chose? Oui, avec une harpe qui était en dessous de l'armoire. Était-ce avec cette harpe-ci? Oui, je la reconnais. Reconnais-tu ce tisonnier? Oui. As-tu vu ta mère battre Aurore avec ce tisonnier? Oui. Combien de fois? 2 fois. Étais-tu là le matin de la journée qu'Aurore est morte? Je l'ai vue quand elle commençait à déparler. Elle était sur une paillasse avec pas grand paille dedans. Maman lui a donné un coup de pied dans le ventre pour lui faire descendre l'escalier plus vite. J'ai vu maman traîner Aurore par terre. Qu'est-ce que c'est qu'Aurore mangeait? Elle ne mangeait pas. Buvait-elle? Elle ne buvait pas. Maman la guettait pour qu'elle ne boive pas. La journée qu'elle est morte, ta mère lui a-t-elle donné quelque chose à boire? Oui, dans une tasse. Y avait-il du lessive, donc de la lessive, dans la maison? Oui, maman lui en a fait boire un peu. Papa n'y était pas. Le lessive était dans une cuvette pour laver le plancher. Maman lui a dit « Tu vois comme c'est bon? C'est sucré. » Tu dois savoir autre chose. Oui, Aurore ne mangeait pas pantoute. Maman mettait des cochonneries dans la place et elle disait que c'était Aurore. Tu as fait serment de dire la vérité. Oui, et c'est la vérité que je dis. C'est la vérité que tu viens de dire contre ta mère? Oui. Tu es content? Oui. Tu as fait un beau voyage? Oui. Tu es content de te trouver à Québec avec toutes les gens de Sainte-Philomène? Oui. Tu te trouves bien à Québec? Oui. Tu es bien logé à l'hôtel Blanchard? Oui. Tu es bien nourri? Oui. Ton père et ta mère qui se trouvent à la prison sont-ils bien nourris? Je sais pas. Tu es allé les voir en prison? Oui. Ils sont bien là? Oui. Tu n'es pas venu à l'enquête préliminaire? Non, j'étais au couvent. Tu es bien content d'être venu au procès? Oui. En interrogeant Gérard avant même qu'il commence à parler, sa mère se met à pleurer et Gérard en fait autant. Gérard dit qu'il demeurait chez ses parents lorsqu'Aurore est morte. Aurore couchait sur une paillasse à terre dans le coin de la chambre en haut. Marie-Jeanne couchait dans la même chambre. Des fois, elle n'avait pas de paillasse. Cela est arrivé durant 3 ou 4 semaines. Aurore sortait dehors nu-pieds et lavait la vaisselle. C'est l'accusé qui a envoyé Aurore nu-pieds sur la neige. Il a vu l'accusé brûler Aurore avec un tisonnier chauffé et la battre avec des harts et un fouet. C'est lui qui a remis les harts au détective Couture. Le matin de la mort d'Aurore, il a vu qu'Aurore est descendue du grenier en se traînant et en se plaignant qu'elle avait du mal et elle s'assit sur un banc en bas de l'escalier. L'accusé l'a lavée avec une brosse à plancher. Le témoin ne se rappelle pas autre chose de ce matin-là. Aurore ne mangeait pas à table parce que sa mère ne voulait pas, excepté lorsqu'il y avait de la visite. Le témoin a vu sa mère attacher Aurore à une table 2 fois. C'était pour la brûler. Une fois, dit Gérard, maman m'avait envoyé chercher de la lessive au magasin. Elle en a fait une beurrée et dit à Aurore, « Viens manger du candy! » Comme Aurore ne mangeait pas tout, maman lui a dit, « Si tu ne manges pas tout, je vais te donner la volée. » Et Aurore a mangé toute sa beurrée. Le témoin a aussi déclaré que si Aurore ne mangeait pas à table, c'est parce que Marie-Jeanne ne voulait pas. Il a vu Marie-Jeanne jeter Aurore en bas de son lit en lui donnant des coups de bâton quand elle voulait coucher avec. C'est alors qu'Aurore allait coucher dans son coin. Il a vu Marie-Jeanne brûler Aurore avec le tisonnier sur l'ordre de sa mère. Gérard dit qu'il n'a rien dit de cela à son père parce que sa mère ne voulait pas. Marie-Anne Hood est condamnée à la pendaison le 14 février 1920
Cependant, elle était enceinte et on attendait la naissance du bébé pour la pendre. Elle accouche de 2 jumeaux, finalement, à la prison de Québec. Petite parenthèse, je sais qu'il existe des visites organisées, des visites guidées de cette histoire d'horreur d'Aurore. On peut visiter où était emprisonnée la belle-mère. Ok, ferme la parenthèse. Par pression sociale, si je peux dire, on a changé la sentence de Marie-Anne pour un emprisonnement à vie le 29 septembre 1920. Elle est quand même libérée le 3 juillet 1935, soit seulement 15 ans après le verdict pour la pendaison, pour cause de santé. Elle est atteinte d'un cancer du sein et du cerveau. Elle va chez la sœur de son premier mari à Montréal et elle y meurt le 13 mai 1936. Télesphore, lui, était aussi accusé du décès d'Aurore et il a été condamné d'un emprisonnement à vie pour homicide involontaire. Il a toutefois aussi été libéré en 1925, lui, donc c'est-à-dire seulement 5 ans après le verdict, pour bonne conduite. Puis il retourna simplement dans son village natal pour mener son ancienne vie, en fait. Il écrivit pendant ce temps plusieurs lettres à sa femme qui est encore en prison à ce moment-là, Marie-Anne Hood. J'aurais aimé mettre la main sur ces lettres ou quelques-unes d'entre elles, mais j'ai rien trouvé. Quand Marie-Anne Hood décéda en 1936, Télesphore se remaria pour une 3e fois, cette fois-ci avec une dame qui s'appelle Marie-Laure Abel. Il mourut lui-même en 1961. Donc, il y a eu le temps de voir la sortie de la quasi-totalité des ouvrages, pièces de théâtre et films qui ont sorti sur sa vie et la vie de sa famille et la mort de sa fille et tout. Je sais qu'il a essayé d'obtenir avec sa famille une injonction contre le film qui est sorti en 1952, le film en noir et blanc. Mais il n'avait pas réussi parce qu'au départ, il s'était jamais opposé contre la sortie de la première pièce de théâtre sur son histoire, qui je pense que c'était autour de 1921 que c'était sorti. Sa requête a été rejetée, bref. Quant à la sœur aînée d'Aurore, Marie-Jeanne, celle que je vous ai lu son témoignage, elle est décédée en 1986 à Shawinigan. Donc je sais pas si cette histoire vous a donné des frissons. Le seul bon côté de ça, c'est que beaucoup considèrent Aurore comme un point tournant marquant dans la justice pour les enfants au Québec et voire même au Canada. Ça a attiré les regards sur les cas, les drames d'inceste et de violence dans les familles. Ça fait aussi changer la mentalité qui était, dans ce temps, c'était relativement normal de battre son enfant. Je suis rendu que je suis obligé de la battre. C'est sérieux, en effet? Je sais pas quoi faire. Et quand je disais que même sous les recommandations du curé qui disait, qui recommandait d'être sévère avec l'enfant, ça l'incluait justement certains sévices, certains gestes physiques qu'on pose sur un enfant. Et dans ce temps, c'était correct de dire qu'on peut battre son enfant. Voilà, sur ça, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de faire un petit j'aime et je vous laisse le lien de la playlist complète en barre d'infos. Merci beaucoup. Bye bye. J'espère que je te dans le cadre.